Bonjour, Président. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette entrevue. J'en suis ravi. Alors, d'entrée de jeu, on aimerait déjà que vous présentez à nos téléspectateurs qui nous regardent. Écoutez, l'ONG Top 5 est une organisation non gouvernementale, donc elle est apolitique et à but non lucratif, dans le respect des règles régissant au Gabon les associations et les ONG, tirées de l'article 35 de 62. Alors, cette ONG est une nouvelle plateforme, elle est naissante. Elle a donc pour ambition et objectif participer, n'est-ce pas, à la promotion des valeurs institutionnelles, participer à la promotion de la paix, de l'état de droit, et comme toute autre ONG existante, cette organisation non gouvernementale prône aussi la citoyenneté. Voilà, en quelques mots, c'est qu'est le Top 5. Et son nom, 5e République, émane donc du fait que la 5e République, de par son coup de libération, incarne les valeurs de paix et d'unité nationale. Et nous pensons que pour rendre hommage, oui, pourquoi pas baptiser cette ONG Top 5, tous pour la 5e République. Ouais. Et là, vous invitez tous les citoyens gabonais à pouvoir s'y conformer. Alors, vous avez fait une sortie récemment de lancement et vous avez affirmé que le Top 5 ambitionne de devenir un outil d'aide à la décision, on va dire, publique des hautes autorités. Concrètement, quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour garantir les préoccupations citoyennes, pour que les préoccupations citoyennes soient effectivement prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques? Écoutez, la méthode la plus simple, la méthode universelle, je veux dire la méthode éternelle, celle de l'éducation, la pédagogie. Parce que vous savez, tout est à apprendre et tout est un rappel d'apprentissage. Il faudrait que l'on comprenne bien que les générations évoluent et changent. Donc, sur le plan pédagogique, il faut aussi, évidemment, adapter les méthodes à l'évolution de l'homme. On a souvenance que dans un passé très lointain, la fibre bantou encadrait les sociétés que nous sommes, dans le sens où il y avait une éducation traditionnelle qui faisait que d'emblée, un enfant qui naissait dans une famille savait ce que c'est que le rôle d'un père, qui représentait le patriarche. Il y avait le respect, par exemple, de l'hangar, qui était le manja de toutes les discussions. C'était réservé aux hommes. Les hommes n'allaient pas à la cuisine, ainsi de suite. Il y avait cette éducation bantou qui... Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'évolution et autres, la culturation, il y a ces valeurs qui ont disparu parce qu'évidemment, nous sommes dans une nouvelle génération où un enfant peut dire à son père ce qu'il pense, comme il le veut, et ainsi de suite. Et il faut adapter, n'est-ce pas, l'éducation bantou à cette nouvelle génération. Donc, c'est la voie de la pédagogie, celle de la sensibilisation par matraquage. Je dis matraquage parce que il faut marteler. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un autre phénomène, celui de la drogue. À l'époque, voilà, les jeunes ne s'adonnaient pas à la drogue aussi facilement. C'était réservé à ce qu'on appelait les délinquants, passez-moi l'expression, aux bandits. Mais aujourd'hui, vous voyez que la drogue est même introduite dans le système scolaire, puisqu'il n'y a pas longtemps, l'État est obligé de mettre des mécanismes de fouiller des sacs avant l'entrée dans les lycées et collèges. Donc oui, les nouvelles générations ont besoin d'un matraquage en termes de pédagogie. C'est le rôle de l'État, mais il n'en demeure pas moins que les organisations non gouvernementales doivent appuyer ces politiques-là et nous pensons que nous jouerons ce rôle. Et comment comptez-vous le faire? Comme on l'a fait, je vous l'ai dit, par des sensibilisations, nous irons auprès de ces jeunes et nous pensons d'ailleurs qu'il faut mettre en place des institutions telles que des centres de réinsertion
Et c'est le rôle des ONG, avec de chercher des bailleurs de fonds. Je pense que ça existe déjà quand même, au Gabon, les domaines de réinsertion tels que les domaines de réinsertion, oui, dans le domaine de réinsertion, je pense pas. Quand je parle de réinsertion, c'est aller rechercher ces jeunes-là qui en souffrent déjà, vous voyez un peu, on va dire de toxicomanie, ou ces jeunes qui sont délaissés à eux-mêmes. Allons-y comprendre, ou ces jeunes, par exemple, qui sortent de prison. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont allés en prison parce que justement, ils ont commis des délits, parfois, sous le fait de la drogue et de l'alcool. Oui, bon, ils purgent leur peine et puis recouvrent la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Ils repartent parce que justement, ils vont remettre les mêmes délits. Il faut un suivi dans tous ces domaines-là. Vous avez la monoparentalité qui bat son plein, des enfants qui aujourd'hui sont dans des familles composées, d'autres qui sont laissés à eux-mêmes dans la rue et ainsi de suite. Ces jeunes, nous pensons qu'ils ne sont pas perdus. Pour que l'oisiveté les amène à commettre des délits et ainsi de suite. Non, il faut des centres de réinsertion. Et dans ces centres-là, il faudrait, quand on parle de réinsertion, aussi appeler maintenant ces jeunes à avoir des métiers, des petits métiers, apprendre à faire des briques, apprendre à faire, je veux dire quoi, à tourner le ciment, le béton. Aujourd'hui, par exemple, on a vu qu'il y a une politique qui est très bonne, celle énoncée par le gouvernement, qui fait que désormais, le métier de taxi revient donc aux Gabonais. On pouvait privilégier les jeunes. Et qui plus moins, pourquoi ne pas privilégier ces jeunes réinsérés? Donc, dans ce contexte-là, ces jeunes doivent bénéficier non seulement d'une réinsertion, mais qui cadrerait avec une formation, un petit métier, pour que la réinsertion ait vraiment son efficacité. Ok. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de votre politique, au-delà de justement tout ce que vous avez comme ambition? Elle est non seulement grande, y a-t-il les moyens pour toutes les ONG et toutes les associations vivent des mécènes. Ce qui est déjà bien, c'est l'idéologie. Maintenant, après, il faut chercher. Il y a plusieurs bailleurs qui, n'est-ce pas, accompagnent des projets de telle envergure. Donc, ce n'est pas faute d'essayer. Nous pensons que le fait que l'idée existe, les moyens y sont déjà. Est-ce que c'est pas aussi un moyen, parce que pour beaucoup de Gabonais qui regardent, enfin, on regarde justement de la nouvelle ONG, qui se disent que est-ce que c'est pas aussi un moyen, non seulement de faire du kunabélisme, comme on dit au Gabon, ou de se faire également de l'argent de poche pour les Gabonais qui nous regardent. Pour beaucoup, allez-y comprendre. C'est sûr un peu dans nos quartiers. Écoutez, tous les jours, il y a des accidents, la circulation de la route. Tous les jours, on passe le permis. Est-ce que parce qu'il y a des accidents sur certaines voies que le permis ne se fait plus? Est-ce que c'est parce qu'il y a des accidents sur certaines voies que les véhicules n'empruntent plus ces voies-là? Et est-ce que c'est tous les véhicules qui empruntent ces voies qui font des accidents? Non. Il faut dire que le commun mortel a raison, puisque le plus souvent, les ONG et associations ont brillé dans ce que vous appelez peut-être le kunabélisme. Et allez-y comprendre que quand on parle de top 5, on se dit, tiens, 5e République, est-ce que c'est pas pour faire la pluie et le beau temps comme un appel aux nouveaux dirigeants? Mais je vous répondrai par oui, c'est quoi le rôle d'une ONG? Une organisation non gouvernementale, c'est une force vive de la nation. Donc, on le veut ou pas, elle est là pour accompagner les pouvoirs publics dans leur politique, sans pourtant faire de la politicienne. Et dire que l'on accompagne les dirigeants, c'est pas faire de la politique, monsieur, c'est faire de la pédagogie. Il faut faire la différence entre le président fondateur, par exemple, pour donner un exemple qui est clair, Oligui Nguema, le président fondateur, et Oligui Nguema, le président de la République, le chef de l'État. Naturellement. En ce sens, quand on dit chef de l'État, l'État, c'est M. Oligui qui l'incarne. L'État, c'est également les populations qui la font. Donc, à partir de ce moment, ce brassage permet le développement du pays. Donc, avec toutes les forces vives de la nation autour. C'est une force, voilà, avec toutes les forces vives de la nation autour. Donc, oui, une ONG, mais on la verra toujours autour des pouvoirs publics, puisqu'elle a pour accompagner. Une ONG, on la verra toujours auprès des populations. Elle est dans son rôle. Maintenant, il ne faut pas prêter à confusion, parce qu'ici, on a l'impression que si vous dites le ministre de l'Éducation nationale a bien fait son travail parce que durant cette année, on a eu les examens qui sont bien déroulés, vous êtes devenu politicien. Non. Si on dit oui, M. Oligui Nguema mérite d'être applaudi parce que la voie de contournement qui est située au niveau du camp de Gaulle, un peu, et quelque chose de bien, vous faites de la politique. Non, il faut dissocier. Il faut savoir publiciter ce qui est bien fait et décrier ce qui mérite d'être revu. Et le faire, c'est pas faire de la politique, c'est faire œuvre de pédagogie et d'accompagnement. Donc, il faut
il faut évidemment que les populations le comprennent. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi faire de la politique et d'ailleurs, c'est quoi la politique, si ce n'est la gestion de la cité. Ok, nous allons poursuivre compte tenu justement du temps. Alors, vous, toujours lors de votre lancement, vous avez insisté sur le rôle central de la jeunesse dans le renouveau national. Et pourtant, de nombreux jeunes continuent de dénoncer les questions du chômage, des difficultés d'accès au financement, à la formation, à l'emploi. Au-delà des appels au patriotisme, quelles propositions concrètes le top 5 entend-elle porter pour répondre à ces préoccupations? Écoutez, déjà par la voie de la pédagogie, rappelez aux jeunes qu'il faut sortir du mental la bureaucratie. C'est important de rappeler aux jeunes qui recherchent l'emploi que parfois l'emploi est entre leurs mains. Je vous prends un exemple simple. L'ONG s'est amusée à mener un petit sondage sur le téléphone portable et leur prix. Un petit sondage simple. Et on s'est rendu compte que vous avez un jeune qui vous dit qu'il est au chômage, il cherche du boulot, mais il a un iPhone 17, parfois Pro Max. Excusez la publicité. C'est un téléphone qui va dans les 801 millions. Comment on peut avoir ce téléphone en main et être chômeur? Parfois, c'est dans les business, parfois d'autres, comme vous l'avez signifié, avec tout ce qui sont encore dans des... mais vous l'avez en main. Parfois, ce sont des braquages et tout le reste. Bon, vous êtes un braqueur, passez-moi l'expression, et vous l'avez en main, mais vous cherchez quand même du travail. Ça veut dire que vous avez déjà en main, je vais sur le montant, hein, monsieur. Hein. Oui, vous avez en main 1 million et poussière. C'est un capital. Ça peut vous sortir du braquage. Si vous avez braqué parce que, j'encourage pas, parce que c'est un délit, c'est puni par la loi et c'est clair. Je ne pense même pas qu'ils ont ces téléphones-là forcément pour avoir le braquage parce que dans les sondages, il y a des jeunes filles aussi qui en sont des tentrices. Et qui, pour beaucoup d'ailleurs, passent le temps sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire que pour être sur les réseaux, il faut des données mobiles. Là encore, c'est un facteur, hein, finance. On a non seulement un téléphone qui coûte cher, mais on a aussi les capacités d'être sur les réseaux tout le temps. Avec les moyens de qui? Provenant de qui? L'important, c'est qu'ils ont ces moyens, c'est à eux, puisque, écoutez, on est dans un pays de droit, donc je pense que si ce n'était que des téléphones volés ou c'était des moyens piratés, je ne pense pas que ces jeunes-là qui sont à découvert, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux, n'auraient pas déjà fait preuve de poursuite judiciaire. Disons que ce sont leurs moyens, selon nos sondages. Parce que d'autres peuvent vous dire, j'ai travaillé pendant 3 mois dans une société forestière, et c'est avec ça que j'ai acheté mon téléphone. Donc, vont vous dire, j'ai rencontré un oncle qui m'avait donné un 100 000. Je suis allé voir une autre tante qui m'a donné, et quand j'ai fait le ratio, ça m'a donné 300 000, j'ai acheté le téléphone. Vous voyez, on peut aller voir un oncle qui va être clément. Tout à fait. Pour avoir un 100 000, on fait le tour, et quand on a ce montant, c'est le téléphone qu'on achète parce qu'on attend que l'État nous trouve de l'emploi. Donc, or, l'État ne peut pas tout faire. Exactement. Donc, il faut d'abord un sursaut personnel, un changement de mentalité, faire en sorte que ces jeunes comprennent que, en réalité, le bonheur est d'abord entre les bras de celui qui souhaite l'avoir. Donc, nous pensons par la voie de la pédagogie, faire en sorte que le mental de la citoyenneté, donc du citoyen, soit au niveau de la compréhension pour qu'ils comprennent clairement, et excusez la tautologie, que c'est à lui de fournir des efforts et à l'État aussi. Chacun a sa part de responsabilité. D'accord. Alors, vous souhaitez justement associer la diaspora gabonaise à la mise en œuvre du plan national de croissance et de développement 2025, 2026-2030. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui empêchent aujourd'hui cette diaspora à contribuer, on va dire, pleinement au développement du Gabon? Et quelles réformes préconisez-vous pour lever ces freins? Alors, premièrement, il faudrait que la diaspora comprenne c'est quoi la diaspora. Ce sont des forces vives, n'est-ce pas, de la nation qui sont à l'extérieur. Et qu'elles prennent exemple d'autres diasporas. Il n'y a pas longtemps, j'étais le pays, la diaspora s'est réunie, a fait un appel de fonds. Au Maroc? Je n'ai pas bien voulu citer pour éviter de faire dans la publicité gratuite. Mais ça a permis, n'est-ce pas, ces fonds levés à apporter la plus-value à l'État. Vous avez dans d'autres diasporas qui participent à l'économie en créant des entreprises qui embauchent des jeunes. Alors, il ne faudrait pas que l'on reste qu'une diaspora à la visibilité Internet. Vous comprenez?
Donc, c'est par la prise de conscience que la diaspora va comprendre son rôle à jouer et définir ce qu'elle est, entre autres, pourquoi elle se retrouve à l'étranger. Et se retrouvant hors du Gabon, quel est son apport pour le Gabon? Ça, c'est très important. En dépit de la critique exacerbée, et ainsi de suite, et comme vous l'avez dit, en dépit de pratiquer de la politicienne, ainsi de suite, l'on souhaiterait que la diaspora soit une force vive en activité. D'ailleurs, nous pensons que les pouvoirs publics ont déjà pensé avoir à l'Assemblée nationale un député pour la diaspora. C'est une avancée significative. OK. Alors, le top 5 prévoit s'implanter dans les 9 provinces afin de recueillir les attentes des populations. Si les préoccupations rencontrées remettent en cause certaines politiques publiques ou critiquent ouvertement l'action des autorités, votre organisation sera-t-elle prête à porter ces revendications avec la même détermination? Exactement. D'ailleurs, nous ferons une sortie dans bientôt où, après avoir recueilli l'assentiment des populations, puisqu'on a fait un petit tour du Gabon, on a constaté qu'il y a un problème. Il y a un fossé qui s'est créé depuis les années 90 entre les dirigeants, donc les gouvernants et les gouvernés. C'est pourquoi on a l'impression que rien n'est fait, parce que justement, il y a un mal profond. Le sous-développement du pays est attribué à tous qui ont dirigé, un non-ressort, au Marbongo, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, il y a ce fossé qui s'est créé, une crise de confiance. Les populations n'ont plus vraiment confiance en leurs dirigeants. Et le coup de la libération est venu apporter une lueur d'espoir qui semble s'éteindre, il faut le dire avec les mots. Ah ben ça c'est clair. Pourquoi qui semble s'éteindre, il faut le dire avec les mots, parce que justement, il y a incompréhension. On a l'impression que le politicien continue à marteler dans la mémoire collective, s'appuyant sur la souffrance des Gabonais, que les choses n'ont pas changé. Alors qu'il faut qu'il y ait un démêlé. Il faudrait que les populations comprennent. Et nous appelons cela une réconciliation qui passe par la résilience. Les gens sont encore blessés. D'aucuns ont perdu des êtres. D'autres ont souvenance que le politique a joué son rôle. On a les regrettés Pierre Mambundu pour les citer. On a les Moubamba Ndiengi dans un passé, les Simo Naba, les Marti Moulabou. Ces gens sont morts pour le coup de la libération. Et les populations pensent que si tel qu'il y a libération, il faut qu'on tienne compte de ces gens-là. Et le dire, c'est pas faire preuve d'entorse au pouvoir public. Au contraire, c'est de rappeler aux uns et aux autres que pour tourner la page, ouais, il faut tenir compte de ceux qui sont blessés, ça c'est clair. Mais également, il faudrait que ceux qui sont blessés comprennent que, en ce qui concerne le Gabon, nous en sommes tous comptables. D'autres pour avoir brillé dans la léthargie, d'autres pour avoir été admiratifs, d'autres pour avoir participé de manière passive au sous-développement. Parce que lorsque nous discutons avec les populations, on sait expliquer les choses. Dire aux uns aux autres que bon, si aujourd'hui l'on parle du parti qui a géré le pouvoir pendant plus de 40 décennies, mais les images nous montrent bien que c'était... Vous avez quand même appartenu à ces pouvoirs à un moment donné. Écoutez, nous avons tous appartenu à ce pouvoir. Vous avez basculé aujourd'hui. Nous avons tous appartenu à ces pouvoirs. Et nous appartenons à tous les pouvoirs. Non, pas tous, parce qu'il y avait quand même des personnes qui... décidantes, non. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un État, il y a ce qu'on appelle la complicité passive et active. Donc, il y a des gens qui étaient là, qui ont travaillé, qui ont participé au sous-développement, parce que justement, par la gabégie, par des méthodes biolosives, ainsi de suite, si on peut le dire, mais il y a aussi des gens qui ont permis que ces choses se fassent, en regardant et en laissant faire. Donc, tout ceci, sur le plan juridique, c'est de la complicité, qu'elle soit active ou passive. C'est pourquoi je vous dis, si vous me dites, le parti au pouvoir a fait 40 ans, mais le parti au pouvoir a fait 40 ans, il y a des images qui montrent que c'est 40 ans de salles pleines, hein. C'est 40 ans de danse, hein. Et qui dansait? Qui chantait? Mais est-ce qu'ils avaient aussi le choix de ne pas danser ou pas? Oh, quand on danse, on est en joie. Attention, messieurs. Mais je veux vous dire de manière concrète, puisque dans nos enquêtes, les salles étaient pleines, pourquoi? Mais parce qu'il y avait le petit 5000 là, hein, qu'on allait prendre, et le t-shirt. C'est une participation. Elle n'est peut-être pas active, mais elle est passive. Mais elle est tout de même une participation. Donc, comme le disent les Écritures, faisons un peu pédagogique, tous sont péchés. Ils sont privés. Voilà. Allez-y, comprenons. Du coup, il faut de la résilience. Nous pensons qu'il faudrait passer les blessures. Et ça, c'est tout le monde qui doit le faire pour que l'on pense maintenant à un développement à venir.
Mais c'est pas en se disant, ouais, on pense pas à moi, ouais. Non, c'est pas dans la critique exacerbée. Ce n'est pas dans ce que nous appelons l'ingouvernabilité, c'est-à-dire celle qui consiste à priver le développement par des actions, on va dire, de l'ombre, hein, que l'on va se développer. Donc, il faut encourager ce qui est déjà visible. Il faut faire table rase du passé et se dire, le présent, il est là. Il faut bien que le Gabon soit pour les générations futures. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est dans cette vision, d'ailleurs, que l'ONG s'inscrit. Et nous appelons, je profite de votre antenne, à ce que les dirigeants, pourquoi pas, pensent à une réconciliation nationale dans la résilience et le pardon. C'est ce que nous versons au dossier. Nous pensons que ce projet que nous souhaitons porter au plus haut niveau soit compris. Parce que, évidemment, cela, il ressort de la petite enquête menée par nous. Les populations, pour beaucoup, en sont encore blessées. Ils ne comprennent pas où on va. Alors que, en réalité, le développement du Gabon, passez-moi l'expression sans publicité, est déjà visible. D'accord. Ok, nous allons aborder, puisque votre ONG, avant de chuter justement par rapport à notre émission, votre ONG prône pour le cadre de la paix. Vous l'avez signifié dans vos Bien sûr, propos. évidemment. Oui. Et là, nous allons un peu aller dans l'aspect politique, avec le regard notamment de l'arrestation d'un homme politique et pas de moindre. On n'est pas le citadin Claude Béli-Binzé. Alors, quel est le regard justement de votre ONG qui, par rapport à cette situation? Et est-ce que vous entreprenez également, on va dire, de projets dans le sens de pouvoir porter aussi votre voix pour détendre d'une certaine façon un peu la question politique de cet homme dont nous parlons? Mais bien évidemment, monsieur, c'est-à-dire quand lorsqu'on prend l'état de droit, nous faisons de pédagogie. Ce que l'on peut déjà admirer et féliciter, c'est le fait que lorsque vous êtes un prisonnier de droit commun, puisque dans l'affaire citée par vous, il y a tout de même une plainte, il y a tout de même une situation qui existe, même s'il y a des soubresauts juridiques et des contours qui restent à éclairer, mais il y a tout de même une situation qui existe. Il y a une dame qui se plaint, donc c'est formel. Dès lors qu'il y a une plaignante, il y a une plainte, à partir de là, c'est évidemment une affaire de droit commun et le droit, comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi, ainsi de suite. Maintenant, dans les contours, le fait qu'il y ait déjà des avocats, ça voudrait dire qu'il y a la défense qui est mise en place, et c'est ça l'état de droit. C'est-à-dire l'accusé a bien le droit d'avoir des avocats pour le défendre. Et puis après, lorsqu'on parle déjà d'un procès, nous pensons évidemment que tout ceci rentre dans le cadre des procédures qui doivent être mises en place quand il y a une mise en cause, évidemment, il y a un plaignant. Mais ce que nous souhaitons et que nous martelons, puisque on en parle et nous suivons le dossier, c'est qu'il faut l'état de droit, que les choses se déroulent telles que les procédures doivent être faites sur le plan juridique. Laisser la partie adverse se défendre. Et après, vous savez, tout ce qui a attrait à la politique est sensationnel. Ça crée la passion. Donc aujourd'hui, je veux vous dire qu'il y a des gens qui sont au gros bouquet, depuis belle lurette, qui ne sont même pas jugés. Moi, on n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas l'aura d'un homme politique. Donc, tout ce qui est politique est sensationnel. Mais nous pensons qu'il ne faut pas seulement voir que le politique, il faut voir tout le monde. S'il faut qu'il y ait un état de droit, il faudrait déjà que la prison centrale, donc tout le monde décrit qu'elle est surchargée, excusez l'expression, mais qu'elle soit évidemment, qu'elle réponde aux critères. Si c'est 10 personnes qui doivent être incarcérées, alors que ça soit 10 personnes qui sont incarcérées. Donc nous pensons, nous plaidons la cause générale, pas forcément du politique parce que ça fait sensation et bruit. Nous disons qu'en même temps que l'on réclame les droits des politiques parce qu'ils ont un aura, il faut aussi tenir compte du Gabonais, du citoyen lambda, qui se trouve dans les mêmes conditions et qui lui aussi a besoin que le droit soit lu pour lui. Donc, vivement que la justice fasse son travail dans les normes et que les plus hautes autorités se penchent sur la question au milieu carcéral. D'ailleurs, on a une association, un confrère qui fait bien son travail, je peux le citer, SOS Prisonnier, qui, lors d'un séminaire il n'y a pas longtemps, on a vu, a présenté des statistiques qui sont alarmantes, parce que la prison centrale ne répond plus aux normes, vous voyez un peu, et ne respecte plus, entre guillemets, les droits de l'homme. Et quand on parle de prison centrale, je ne suis pas sûr que c'est le seul politique qui remplit la prison centrale. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs citoyens gabonais et peut-être expatriés qui sont dans des conditions lamentables et qui eux aussi méritent que le droit soit lu pour eux.
Merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement au terme de notre entrevue, compte tenu justement du format, comme nous avons parlé. Peut-être pour chuter avec un dernier mot à tous les spectateurs qui vous regardent, notamment avec la question de Top 5. Écoutez, je dis aux populations que l'ONG Top 5 est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient apporter leur pierre à l'édifice. Vous saurez désormais compter sur Top 5 comme étant une force vive qui va apporter, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice, au développement, qui va prôner évidemment ses valeurs, celles de la promotion de la paix, la promotion du respect des institutions et évidemment de ceux qui les incarnent. Top 5 souhaiterait, et je profite de ce canal, que les uns et les autres puissent pratiquer la résilience et le pardon pour qu'il y ait une réconciliation nationale effective pour une 5e République accomplie. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est la fin de notre entrevue. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec le président de la plateforme Top 5. On s'est dit à la prochaine pour un autre numéro.